Dans cette pause aujourd'hui, nous allons parler maternité et sexualité. Bon, avant de commencer, je dois quand même te dire que j'ai besoin de toi. Ce podcast, je le crée de tout mon cœur, chaque semaine, pour t'apporter des réflexions puissantes, des témoignages, des stories sexy, des pistes concrètes pour explorer ta sexualité, tout ça en conscience. Mais si je veux continuer à le faire grandir, à accueillir des invités de qualité, à toucher de plus en plus de personnes et surtout à décrocher des sponsors pour assurer sa pérennité, je vais avoir besoin de ton aide. Alors, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, pense à laisser 5 étoiles et un commentaire. Et sur toutes les autres plateformes d'écoute, pense à t'abonner et aussi à noter le podcast. C'est des actions ultra simples à faire pour toi, mais qui ont vraiment de grandes, grandes conséquences pour moi. Comme ça, je vais pouvoir continuer de te proposer ce podcast, continuer d'avoir des invités de qualité, pour continuer d'avoir des épisodes qui soient libres, authentiques et engagés. Donc vraiment, je te remercie pour ton soutien parce qu'il fait toute la différence. Bon, comme je te le disais en préambule, aujourd'hui, nous allons parler maternité et sexualité. Et pour ce faire, je me suis fait accompagner. Mon invitée du jour est une experte en parentalité. Elle accompagne tous les jours des femmes, des hommes, des couples à traverser les challenges qui sont liés à l'arrivée d'un enfant dans un foyer. Et parmi ces challenges, évidemment, il y a la sexualité. Alors, on va parler de tout ça. Moi, je vais pas t'en dire plus. Elle va nous donner un peu tout ce qu'elle a pu observer et être confrontée pendant son activité. Et on va échanger autour de tout ça. Je te présente Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour, merci de m'accueillir sur ton podcast d'aujourd'hui. Mais c'est avec grand plaisir. Franchement, j'avais besoin d'être accompagnée pour le sujet sur la parentalité, la maternité, parce que moi, j'ai pas d'enfant. Donc, il y a plein de trucs que je ne sais pas. Alors oui, j'ai déjà accompagné des femmes qui ont eu des enfants, mais je pense que c'est intéressant d'avoir une conversation avec quelqu'un qui aussi accompagne de différentes manières et qui est aussi vraiment lié à toutes les problématiques de la famille. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Pour commencer, je pense que le plus simple, ça serait que tu te présentes, comme ça, tout le monde va savoir un peu qui tu es et ce que tu fais. Alors, je m'appelle Amandine Colomer et mon travail, c'est conseillère familiale. Donc, en gros, l'essentiel de mon travail consiste à collaborer avec des professionnels de l'enfance ou des familles pour leur apporter des outils éducatifs. Donc, en fait, pour pouvoir apporter des outils éducatifs qui soient propres à chaque famille, il faut que je connaisse un petit peu quels sont les schémas récurrents dans les foyers. Donc, ça va être quels sont les conflits qu'on retrouve dont on n'arrive pas à sortir, quels sont les cercles un petit peu vicieux, euh, donc pas de solution immédiate, quels sont les blocages des parents, des enfants, des professionnels qui rencontrent au quotidien. Et du Ok. coup, évidemment, la vie de couple va entrer dans tout ce schéma parce que évidemment, on est un couple avant d'être un parent et du coup, on va voir en quoi l'un impacte l'autre et inversement. Ouais, en effet, on est un couple avant d'être un parent et après, où est le couple après avoir eu des enfants? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Exactement, où en est le couple et aussi où en est l'individu. Et je pense qu'on va aussi beaucoup aborder ce sujet-là et notamment sur le prisme de la maternité, pas forcément la paternité, mais vraiment la maternité et la place de la femme et comment en fait euh, la femme elle évolue au final dans ce prendre un peu conscience de ce rôle de mère et garder sa place de femme, etc. Tous ces challenges. Mais je vais pas tout spoiler tout de suite. C'est bien, tu donnes un petit avant-goût pour le suspense. Exactement, il faut comme ça tout le monde a envie de rester jusqu'à la fin. C'est mon teaser. Je donne tout dans le teaser et puis après, Euh, du coup, selon toi, pourquoi c'est un sujet qui est encore si peu abordé enfin déjà, est-ce que c'est un sujet qui est peu abordé, la sexualité après la maternité, et pourquoi, si c'est un sujet peu abordé, pourquoi selon toi ça l'est? c'est un sujet qui est encore trop peu abordé. En fait, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire que on ne peut pas dire à voix haute, depuis que j'ai mon bébé, j'ai plus de vie sexuelle. Personne ne peut dire ça parce que ça induit que c'est la faute de bébé. Et Mhm. évidemment, aucun parent digne de ce nom ne peut imputer la faute à son bébé. Alors évidemment, il y a plusieurs facteurs qui font que notre vie de couple est chamboulée.
Ouais. Mais on ne peut pas le dire à voix haute. Et tant qu'on ne l'a pas conscientisé, tant qu'on n'a pas ciblé tous les facteurs qui font que notre vie couple est chamboulée, c'est difficile d'en parler. C'est difficile de dire, bah, j'ai tel problème, mais finalement, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment le résoudre. Je sais qu'il y a un rapport avec mon bébé, mais en même temps, c'est pas trop de sa faute, donc je ne sais pas qui incriminer. C'est pour ça que c'est encore un petit peu tabou. Et on sait pas, on ne travaille pas forcément sur cette problématique en premier dans les familles. Juste pour mieux comprendre dans ton activité, toi, tu travailles avec des couples ensemble, qu'avec des femmes ou qu'avec des hommes parfois ou un peu des trois? La plupart du temps, des femmes, on va pas se cacher, c'est souvent les femmes qui cherchent à modifier la vie de famille quand elles voient qu'il y a des blocages. Ok. Après, les hommes, bon, ils ont un petit côté frileux dans le sens où des fois je reçois des questions sur Instagram parce que c'est un petit peu informel. Ils passent sur le site, sur mon site, ils viennent sur Instagram me poser des questions du genre imaginons que se passe ça, qu'est-ce qu'on peut faire si dans ce cas de figure, tu sais, c'est un peu la question non, c'est pour un ami. Oui, c'est pas pour moi. Voilà, donc souvent c'est en tête à tête avec une maman et puis ou un professionnel qui rencontre des difficultés dans son travail, mais c'est très, très rare que j'ai une vraie conversation constructive avec un papa. Mais c'est pas vraiment de leur faute, hein. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est une question d'éducation. On leur a pas forcément appris à se confier à l'autre, à chercher des solutions auprès de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas dans leurs injonctions, on va dire. C'est pas dans leurs habitudes. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. En fait, je te pose aussi cette question parce que pour l'épisode, c'est vrai que j'ai axé maternité. Je disais qu'on n'avait pas forcément parlé de la paternité, mais c'est aussi pour expliquer pourquoi on va plus parler vraiment de la femme et de son rôle de mère. Parce qu'en fait, au final, toi, dans ton activité, c'est plus ce à quoi tu es confronté. Tu vois, Ouais. c'est un peu l'idée Oui, c'est ça. de recadrer. En fait, ça, c'est pas, genre, on n'exclut pas les hommes de manière délibérée. Non, mais évidemment, c'est pas du tout un podcast anti-homme, anti-père. Et tu vas voir que j'ai pas du tout un discours, les pères sont nuls, etc. Je sais qu'en ce moment, il y a un courant féministe qui grandit sur les réseaux. Et il y a le revers de la médaille où on oppose les femmes et les hommes. C'est pas du tout le but. Mhm. Vraiment, c'est pas du tout le but de cet échange. On va juste voir comment évoluent les femmes et comment on peut les comprendre, les aider dans leur quotidien de maman. Voilà. Ouais, bah, très bien. Très, très bien, j'aime beaucoup. Tu valides? Merci. Je valide. Non, non, mais c'est vrai que moi, je sais que comme en fait, j'ai une audience. En fait, de base, quand j'ai lancé ce podcast, c'était, je me suis dit, ouais, je lance un podcast pour les femmes, etc. Et en fait, j'ai une audience qui est assez mixte. Je suis ravie de ça. Tu vois, je suis trop contente. Mais du coup, je trouve que c'est important aussi d'avoir ce cadrage parce que en fait, ça explique aussi les directions et voilà, je trouve ça trop, trop bien. Ouais. Parlons un petit peu transformation, parce que bah, on sait bien, hein, le fait d'avoir un enfant, ça implique pas mal de transformation et tout. Et donc, la maternité, déjà, qu'est-ce que comment ça transforme, tu vois, en termes de perception de soi chez les femmes? Qu'est-ce que toi, tu peux dire sur ce sujet-là? Je crois qu'on sous-estime encore trop la maternité parce que c'est... À quoi je pourrais te comparer ça? C'est comme une deuxième puberté, en fait. Là, je ne sais pas si tu te souviens de ton adolescence. Quand on commence à avoir le corps qui change, on est un petit peu déboussolé. On ne sait pas trop quoi faire de ce corps, tu vois. Au début, on est juste une petite chose libre et légère. Et puis, d'un coup, on te dit, fais attention à tes poils, fais attention à tes odeurs, fais attention à ta force. T'es trop grand, t'es trop petit, tu Ouais, maigris, tu grossis. Tu vois ce que je veux dire? Il y ouais, a tout de suite beaucoup d'informations. Et puis nous, on est là, on ne sait pas trop quoi faire de score. On n'a pas trop de prestance, on improvise. Et, et le passage à la maternité, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la femme va avoir plein de petits changements mhm, qui sont pas forcément acceptés tout de suite, qui peuvent mettre beaucoup, beaucoup de temps, voire des années à être acceptés. ouais, Et du coup, c'est vraiment se réapproprier son corps. Je vais rentrer dans les détails pour que ça soit vraiment un peu plus clair pour tout le monde, mais bien sûr. il y a des femmes, par exemple, qui vont avoir une poitrine opulente avant la maternité, et puis après l'accouchement ou après l'allaitement, elles n'auront presque plus rien. Il y a des femmes qui vont avoir des cheveux forts, vigoureux, très épais, et puis après l'accouchement, elles vont les perdre par poignée. Il y a Mhm. des femmes qui vont avoir un périnée, un vagin très serré, très étroit, et puis après, bah, qui vont avoir des fuites urinaires dès qu'elles vont éternuer. Donc,
c'est compliqué de s'approprier tout ça. Et vraiment, c'est pas grand-chose, mais c'est plein de petites choses. Et du coup, la femme se retrouve un peu à devoir s'adapter. On ne sait pas si c'est du court terme, du long terme. C'est Ouais. bouleversant, je trouve. C'est bouleversant et ça, on ne met pas assez en avant. Souvent, on dit, oh, mais tu vas juste prendre quelques kilos, tu vas les reperdre. Ça ne se limite pas à quelques kilos, en fait. C'est c'est beaucoup plus poussé que ça, quoi. Ouais, et tu vois, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a en fait même deux phases, tu vois, il y a, bon, bah, il y a la grossesse, j'ai eu mon bébé et tout, et je pense que il y a bah, du coup l'après-accouchement où tu te poses pas forcément trop ces questions parce que tu es un peu en mode survie de j'ai un- j'ai la responsabilité d'un être que je dois maintenir en vie, quoi. Et que, en fait, il y a un moment où quand ça commence un peu à se tasser sur, enfin, à se tasser, tu commences à prendre tes marques, en tout cas dans ton rôle de maman, il y a presque un moment où en fait tu dois reprendre conscience du fait que ton corps a changé. Tu vois, Ouais. dans ce que tu décris, moi j'ai l'impression qu'il y a même une étape où en fait tu es un peu dans le déni des changements qui ont pu opérer et tu as presque besoin de prendre conscience qu'en fait c'est plus pareil pour commencer à te dire, ah en fait c'est plus pareil, qu'est-ce que je vais en faire? Oui, mais tu as tout à fait raison. Alors, je ne sais pas si c'est du déni, peut-être. Oui, peut-être que tu as raison là-dessus. Je pense surtout que quand tu viens d'accoucher, tu penses à tes besoins primaires. Mm. Dormir, manger, dormir, dormir, dormir. Donc, en fait, tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Et après, une fois que ça s'est stabilisé, comme tu dis, bah, tu te souviens que bah, j'avais une vie avant et ça me rappelle quelque chose, tu vois. Ça, oui, c'est vraiment parfois, c'est comme une graduation. Il y a des moments où il y a un certain temps, en fait, où tu commences à réaliser. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Ouais, je disais déni, c'est peut-être pas forcément le bon terme en effet. Tu vois, c'est en fait c'est même pas une priorité en fait. Il y a Oui, ça oui, aussi, mais il y je a le comprends ce que côté tu dis. c'est même pas la priorité. Et du coup, tu vois, ça me fait aussi me dire que cette période de un peu de mode survie, elle est hyper aléatoire d'une femme à une autre. Ouais, Et c'est ouais, ça ouais. qui rend la difficulté, en fait. Les choses un peu plus difficiles, c'est que on ne peut pas dire, bon, bah, en fait, bah, tu vas accoucher, les 3 premiers mois, il se passera ça, et au bout de 3 mois, il va se passer. Enfin, tu vas prendre conscience que ton corps, il a un peu changé et tout ça. Tu vois, il y a aussi le fait que ce soit pas, que ce soit différent Situé à pour chaque l'avant. femme, Oui, ouais. qui fait que c'est difficile au final d'en parler parce que tu te dis, est-ce que j'ai pris conscience de ça maintenant, mais est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que je suis pas assez patiente? Enfin, tu vois, il y a un peu tout ça que je vois aussi dans ce que tu es en train de dire. Oui, bah, il n'y a pas de date limite, si je puis dire. Et puis, en plus, on ne peut pas comparer avec nos proches qui ont des enfants parce que chaque femme est différente. Ouais. Il y en a, il y a des petites chanceuses, en fait, qui n'ont pas beaucoup de modifications corporelles. Donc, au bout de 2 semaines, elles vont retrouver leur taille de guêpe ou leurs cheveux soyeux et puis vraiment cool Raoul. Et il y a des nanas, elles vont mettre un an avant de se dire, bon, allez, est-ce que j'accepte mon corps ou est-ce que je retourne à la salle ou qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille sur l'acceptation ou est-ce que vraiment je suis dans le déni et je veux retrouver qui j'étais avant? On ne peut pas comparer. Donc c'est ça, c'est vraiment comme la puberté, hein, c'est ça qui est flou, c'est qu'on ne sait pas où on va, mais il n'y a pas de retour en arrière, donc on avance un peu à l'aveugle. Et du coup, tu vois, par rapport à ton expérience, là, si tu devais conseiller des femmes qui viennent d'accoucher ou même, par exemple, leur mari qui nous écouterait, tu vois, qui se disent, bah, comment est-ce que j'accompagne ou comment est-ce que j'accueille cette période où on est encore un peu dans le flou, où on ne sait pas si c'est de l'impatience ou il y a vraiment des choses qui ont complètement changé. Enfin, tu vois, comment est-ce qu'on peut appréhender cette période? Euh, je crois que En fait, il y a pas de solution miracle dans le sens où chaque personne est différente, donc je ne peux pas donner une réponse qui soit éligible à tout le monde. Hmm. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que déjà, en tant que femme, il faut se réapproprier son corps et sa sexualité. Et en fait, les deux sont liés. Souvent, on fait l'erreur de croire que notre sexualité, elle est liée à notre partenaire. Hmm. Genre, non, mais j'ai plus de libido, c'est parce qu'il a pas fait ça. Non, mais là, ça me plaît pas, c'est nul au lit, blablabla. Non, c'est une question de compatibilité. Toi, tu as ta sexualité, c'est quelque chose de très personnel. Et quand je dis personnel, ça veut pas dire que c'est privé, que tu dois le garder secret, ça n'a rien à voir. Quand Ouais. je dis que c'est personnel, c'est en lien avec la confiance que tu as en toi, la Et on est d'accord. perception que tu as de toi-même.
l'image de ton corps, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ton orientation sexuelle, ton identité sexuelle. Donc, c'est propre à toi, en fait. Mm. Et le fait de voir ton corps, entre guillemets, dénaturé ou évoluer, bah, faut déjà que toi-même, en tant que femme, tu te réappropries ta sensualité, tes atouts, en fait. Ce qui te plaisait avant, ce qui te donnait confiance. Et puis après, tu t'occuperas de ton partenaire. Et je suis désolée, les partenaires, mais vous n'êtes pas la priorité pour l'instant, quoi. D'abord, c'est ton travail à toi. Essayer de retrouver un petit peu toi-même. Et puis, l'étape suivante, c'est de retrouver une vie de couple. Mais par contre, il ne faut pas faire culpabiliser son partenaire parce que tu n'as pas envie et il ne faut pas se dire que c'est la faute de l'autre. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un travail personnel. Ouais, c'est un travail personnel et je trouve que c'est très bien. Tu as parlé de sensualité. Je trouve que c'est un mot qui est hyper adapté pour ça parce que avant d'être sexuel, il faut être sensuel. Et la sensualité, c'est aussi se réapproprier son corps, les mouvements de son corps, les formes de son corps, et la manière en fait de se sentir femme et quelque part de se sentir sexy aussi, qui rentre dans tout cet aspect de sensualité. Et tu vois, tu disais, messieurs, vous n'êtes pas la priorité, et ça, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, je pense qu'ils ont aussi un rôle à jouer sur retrouver la sensualité. En fait, plus qu'un rôle à jouer, c'est accompagner sur le retour à la sensualité, au sensuel sans être sexuel, en fait. Et dans la dynamique même de couple, je pense que c'est quelque chose qui peut vachement aider. Le fait d'avoir quelqu'un qui aide justement à revaloriser le corps, travailler sur le côté sensoriel même du corps, de réapprendre à retoucher son corps, etc. Et je pense que là-dessus, c'est même très fort de le faire à deux, quoi. Ouais, ça, c'est vraiment l'étape suivante où on va pouvoir engager la conversation avec son partenaire sur ce qui va nous faire du bien, ce qui n'est pas possible de faire pour l'instant, Mhm. quelles sont les limites. Et souvent, je pense que c'est un peu comme une remise à zéro de la relation, c'est-à-dire que plutôt que de se dire, bon, on a 10 minutes, viens, on fait ça sous la douche du fait, on va, pardon, je suis un peu crevée, on va Non, repartir à la base sur envoyer des petits textos mignons, un petit peu sexy, ou alors faire des massages, ou alors faire des compliments, ou vraiment repartir sur la base, c'est-à-dire l'éveil de la sensualité dans le couple. ouais. Alors, c'est compliqué parce que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15 ans, on se dit, mais j'ai autre chose à foutre de faire ça avec mon mari alors qu'on se colle par cœur. Non, en fait, on le sous-estime. Vraiment, c'est important de reprendre sur les bases parce que c'est un nouveau corps. Et puis aussi, nous, en tant que femmes, on a évolué, on a des nouvelles idées, notre cerveau a grossi. Donc, tout ce qui est passé dans l'accouchement et le portage, l'accouchement, l'allaitement, etc., ça nous fait évoluer aussi en tant que femmes. Donc, Mm. c'est un peu une nouvelle personne, si je puis dire. Je ne change pas de Ouais. personnalité, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. On a quand même évolué. Donc, c'est un peu repartir à zéro. Ouais, c'est une nouvelle personne ou c'est une nouvelle version de nous-mêmes. Oui, exactement. Voilà, qui prend en compte des paramètres un peu différents, avec des nouvelles choses à prendre en compte en fait. Mais Ouais. c'est non, mais c'est hyper intéressant, ça fait peur un peu, je t'avoue. Tu vois, moi qui T'avais ai pas prévu d'avoir d'enfant. des enfants ce week-end ou Bon, j'avais pas prévu ce week-end, mais finalement j'ai piscine, je peux pas. ouais, voilà, finalement, oh ben j'ai changé d'avis. Non, 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 mais quand je dis ça fait peur, c'est qu'il y a aussi une vraie inconnue, en fait, parce que là, moi, j'en parle, tu vois, je suis en train de me dire, et je me projette, genre, si c'était moi, mais en fait, il y a plein de choses que tu peux pas contrôler, que tu peux pas projeter, tu sais pas ce que tu vas ressentir, donc c'est en ça que je dis, ah, tiens, ça fait un peu peur. Oui, oui, et puis en plus, il y a un paramètre qu'on ne prend pas en compte, c'est les taux fluctuants d'hormones. C'est Hmm, que alors ton accouchement, bien sûr, va travailler sur tes hormones. Et puis, je sais que tout le monde n'allait pas, mais les personnes qui allaitent aussi ont moins de, alors je suis pas scientifique, mais ont moins de production d'hormones et donc moins de désir sexuel, moins de libido. Et encore une fois, c'est pas la faute des bébés. Mais ça peut jouer aussi. Et il y a des moments où même pendant la grossesse, il y a des moments, la femme n'a pas du tout envie, pas du tout, du tout, du tout. Et même après l'accouchement, le fait d'avoir un bébé accroché à toi, qui a beaucoup besoin de contact avec toi. hmm, Alors, il y en a qui restent à la maison, d'autres non, mais si tu as un bébé, un petit être qui est tout le temps en train de te toucher,
physiquement, je pense qu'il y a un moment, tu as besoin d'une pause, tu n'as Ouais, pas envie que tout le temps vienne te toucher. Même sans parler de relations sexuelles, bien sûr. tu n'as pas envie de faire des câlins à tes copines, tu n'as pas envie de recevoir ta mère, tu n'as pas envie d'avoir de massage, juste écoutez-moi la paix complète. Il y a des moments où juste tu ne veux pas que quelqu'un t'approche parce que tu es déjà tellement sollicité sur ta peau, sur le contact, que tu satures en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on n'ose pas le dire. C'est un peu gênant de dire, là, j'ai eu trop de contact physique, ne me parlez plus, ne me touchez plus, quoi. Ouais, c'est un peu comme, tu vois, si je devais faire un parallèle, c'est un peu le côté la batterie sociale. Tu sais, quand Ah, exactement. Ouais. il y a des moments, on n'a pas tous la même échelle de batterie sociale. Tu vois, il y a des gens qui sont très extravertis, donc qui se rechargent beaucoup en énergie quand ils sont en contact des gens, Ouais. etc. Donc, ils vont en avoir besoin de beaucoup. Alors que tu as des gens qui vont être beaucoup plus introvertis et qui, justement, à un moment, vont se dire, là, je suis arrivée à saturation des gens. C'est pas que je les aime pas, mais c'est que là, j'ai plus de place, j'ai plus d'espace et tout. Et ça me fait un peu penser à ça, tu vois, dans ce que tu dis, ce côté, là, j'ai été touchée toute la journée. J'ai besoin de me retrouver avec moi-même, tu vois. Ça me fait vraiment Ouais, penser à ça. ouais, c'est exactement ça. Je ne sais pas si ça va parler aux gens qui écoutent, mais en tout cas, si vous avez des amis introvertis, demandez-leur. C'est Ouais. exactement ça. Vraiment, ouais, ouais, c'est super judicieux comme parallèle. Et du coup, ça m'emmène sur un sujet qui est la charge mentale, parce que du coup, tu vois ce que tu disais là, ce côté où t'es ultra sollicité, du coup, quand t'as un nouveau-né, donc ça te met une charge mentale plus, on va pas se mentir. On sait, enfin, voilà, on sait, ou vous savez peut-être pas, mais en tout cas, la charge mentale est clairement l'ennemi du désir, de la libido et tout. Et en plus, si tu rajoutes ouais, le manque de sommeil, etc., euh, ça fait que ça vient rajouter de la complexité, justement, sur ce retour à la sexualité. Et toi, du coup, comment t'accompagnes justement des femmes que tu vois arriver avec bah, ce trop-plein de charges et tout, comment tu les accompagnes, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil et comment justement elles peuvent réussir à se redonner une place individuelle en tant que femme dans tout ce contexte. Ouais, c'est compliqué parce que là, en ce moment, c'est vrai qu'on voit beaucoup une émergence sur les réseaux de la charge mentale, du concept en tout cas, Ouais. bien de l'impact dans le couple. Et c'est vrai que, alors je ne vais pas dire que ça représente 100%, mais une bonne majorité. C'est vrai que, en fait, chacun a une charge mentale. Même une personne qui vit seule a une charge mentale. Il faudra bien qu'elle pense à quel jour elle doit se laver les cheveux, faire sa lessive et faire ses courses, évidemment. Mais si la charge n'est pas équilibrée, si elle n'est pas suffisamment répartie dans le couple, ça peut créer un sentiment d'injustice. Et ce qui fatigue la femme, c'est pas tellement de tout faire, c'est de se dire qu'elle fait tout pendant que l'autre ne fait pas suffisamment à ses yeux. Et du coup, ça crée un sentiment d'injustice et la femme peut en vouloir à son partenaire. Mm. Donc, c'est évident qu'on n'a pas envie d'avoir des relations intimes avec quelqu'un à qui on en veut. La relation n'est pas du tout saine, la relation n'est pas du tout basée sur la confiance. Ouais. Et généralement, en fait, il faut, comment dire, repartir de zéro en disant, voici la liste des tâches qui incombent dans la maison, dans le foyer, mais aussi liées à l'éducation de l'enfant, Mhm. comment les répartir. Et en fait, c'est pas juste la liste des tâches, c'est la liste des tâches, leur fréquence, leur longueur, leur difficulté, leur pénibilité. Parce que souvent, je vois, alors évidemment, tous les hommes ne sont pas comme ça, encore une fois, je vois quelques hommes qui disent non, mais nous aussi on fait des trucs, on porte les courses et puis on tourne le gazon et on répare des meubles. Alors moi, quand tu veux, je répare les meubles. Si tu fais la vaisselle à côté, plus le repas, plus l'aspirateur et la serpillière, je te répare ce que tu veux. Tu vois. Deux meubles par an, moi je suis chaude. Je suis pas mauvaise en bricolette, donc Ouais, je vois très bien, ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc il y a vraiment la notion de fréquence et le problème, c'est que les femmes et les hommes ne sont pas élevés de la même façon, même en 2025. Les hommes ont leurs injonctions. On leur dit, tu dois être fort, Ouais. tu dois soutenir ta famille, tu dois être stable financièrement, tu dois avoir un bon poste au travail. Et eux, bah, ils se mettent la pression sur ces injonctions-là, comme nous, Ouais. on se met la pression sur d'autres choses. Et c'est compliqué pour eux d'arriver à 30 ans, 35 ans, et que leurs femmes leur disent, bah non, en fait, t'es pas à la hauteur, t'es un boulet à la maison, quoi. C'est horrible pour eux parce que toute leur vie, ils pensent bien faire et finalement, ils se rendent compte que ils sont pas à la hauteur aux yeux de leur femme. Donc,
c'est très compliqué pour les couples parce que d'un côté, la femme est en souffrance et l'homme ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Ouais, parce qu'au final, il a répondu à ce qu'on lui avait appris, à ce qu'on lui avait Exactement. demandé, sur ce sur quoi il devait assurer, il l'a fait. Et au final, t'as un peu l'impression, moi, c'est bon, j'ai monté la montagne, je suis arrivée au sommet. Et là, on me dit, désolé, en fait, on t'avait pas dit, mais il y a un deuxième sommet là-bas, il est bien plus haut, et t'as pas commencé l'ascension, mon coco. Donc, Ah oui, c'est compliqué. Et vraiment, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est d'en vouloir à nos partenaires, d'en vouloir aux hommes en disant, oh, vous en faites pas assez, vous nous laissez tout seuls. C'est plus compliqué que ça. Vraiment, euh, ça se limite pas à juste un qui fait tout et un qui fait rien. Ça serait trop facile. C'est plus compliqué. Et puis souvent, bah, dans le monde du travail, on va tendance à moins payer les femmes, moins engager les femmes. Donc les hommes vont plus monter, avoir des salaires plus hauts. Donc naturellement, on va dire, bah, moi je vais travailler, puis toi tu vas pouvoir gérer un petit peu la maison dans les premières années. Et puis, ouais, on peut évoluer et intervertir. Mais souvent, c'est ce qui se passe. Et du coup, bah, la femme se sent lésée parce qu'elle est très isolée à la maison. Elle gère le foyer, elle gère l'éducation et elle a l'impression de se sentir arnaquée. ouais, Et puis là, on est très isolé aussi parce que du coup, il tisse pas des liens forts avec son bébé ni avec sa femme qui est ouais. en demande. Et même s'il fait tout pour stabiliser le foyer, on lui dit quand même qu'il fait de la merde. Donc, c'est horrible pour les deux, quoi. Donc vraiment, je crois il faut repartir, pareil, comme si c'était le premier jour d'installation et dire, voilà, quelles sont nos tâches maintenant. Nos tâches à tous les deux, ça va être d'avoir un salaire régulier, ça va être de gérer toutes ces tâches à la maison, ça va être de gérer toutes ces tâches liées à l'éducation. Et Ouais. maintenant, on va les répartir de façon équitable. Et il faut vraiment le faire sans mauvaise foi et dire, là, il faut que ça soit moitié-moitié parce que sinon, il y en a un des deux qui va craquer. Mm. Et c'est évident que ça ne fonctionnera pas à long terme, quoi. C'est intéressant cette notion de, en fait, on redémarre un nouveau couple et donc il faut repartir de zéro. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très peu souvent. Et je crois que c'est un des conseils, je pense, que les plus concrets dans ces problématiques, notamment de charge mentale, de dynamique de couple après bébé, que j'ai entendu parce que oui, en fait, c'est une nouvelle dynamique et donc il faut trouver cette nouvelle dynamique et tu peux l'avoir anticipée. Tu peux avoir commencé à avoir ces conversations et tout. Il y a quand même quelque part qu'au moment où tu te retrouves sur le tas, où il y a des choses qui vont devenir et qui vont prendre leur sens. Donc, se dire, bon, bah, maintenant qu'on est dans cette situation et qu'on y est tous les deux, euh, comment on recrée quelque chose? Et ça, je trouve ça hyper beau, en fait. Bah, il y a ça. Et puis en plus, je vais te dire un truc, c'est pareil avec l'arrivée du deuxième bébé, en fait. Ouais. Ah, C'est que mon- ça, c'est un truc que je vois tout le temps. C'est que le premier bébé, ça va, on arrive à gérer. On jongle Ouais, un peu, ça va. Et puis le deuxième, tout l'équilibre de la famille est bouleversé. Et donc, pareil, il faut repartir à zéro. Dans l'inconscient, on s'imagine toujours qu'avec le deuxième bébé, ça va être un parent s'occupe d'un bébé chacun, tu vois, le truc un peu mignon. Toi, tu gères les couches du dernier. Moi, je gère le devoir du premier. C'est pas du tout comme ça. Désolée, désolée, mais t'as un travail dans la journée. Tu ne peux pas faire ça. Donc, pareil, il faut repartir à zéro, il faut refaire des listes. Et après, une fois que tu as fait ta liste et que t'es réparti, là, tu peux te souvenir que tu as un couple. mm. Et te dire, ah, tu te souviens avant quand on avait une vie sexuelle le samedi soir? Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Attends, on va le mettre sur la liste. Et c'est vrai que c'est là aussi où un des conseils qu'on dit le plus, mais qui est le plus décrié, je trouve, dans le domaine de la sexo, qui est le fait de planifier. Le fait de planifier des moments à deux. Alors, je parle même pas de planifier ses rapports sexuels, hein, mais là, c'est vraiment, là, c'est retrouver en fait des temps à deux, juste des temps de couple, parce qu'en fait, le challenge, il est là. Et, euh, et du coup, c'est un truc où les gens disent, ouais, mais on perd notre spontanéité. Avant, on n'avait pas à se prendre la tête et tout, mais en fait, bah, c'est une période de la vie où en fait, tu as besoin de planifier parce que sinon, t'es vite fait de plus avoir du temps à deux, quoi. Ouais. De- Et c'est marrant parce que tout le monde parle de planifier, mais personne ne le fait. Bah ouais. Bah oui, mais parce que en fait, on a encore cette vision de la sexualité que ça doit être spontané, tu vois. Enfin, tu sais, on a tous vu tous les films où, hop, on se regarde, oh, il y a un truc qui se passe.
Bam, on est à poil. Ça part. Ouais, on est à poil et en plus, on n'a pas de poils, on est propre, on est. Enfin, tu vois, bon, bref, je te On fais. sent bon, tout ça, oui, Voilà, on sent oui. bon et tout, etc. Mais en fait, ça, c'est vraiment. Mais c'est un mythe, en fait. Et c'est des films. Et les films, ce n'est pas la réalité. Et donc, vraiment, vraiment, je trouve dans cette période, mais planifiez-vous des moments à deux, ne serait-ce qu'une heure, enfin, même si une heure, c'est même énorme, mais 30 minutes ou juste. euh, ces 30 minutes qui sont dédiées au couple et on discute, on passe un bon moment ensemble et tout, et ben ça permet de remettre des choses en place. Oui, parce que ça entretient aussi ce qui a fait qu'au début, on avait envie de se mettre avec le partenaire, justement. Ah oui. On ne dit pas on dit pas de prendre un rendez-vous pour avoir une relation sexuelle, parce que, évidemment, la libido, ça n'apparaît pas comme ça à 19h30. Et ce qu'on dit, c'est vraiment entretenez le désir qui était là à la base, entretenez la flamme avec le partenaire, la partenaire, et puis vraiment repartir sur des petits rencarts, des petits flirts, des restos romantiques, des moments où vous parlez que de vos rêves, de vos envies, et pas de genre, mais t'as mixé la purée pour le petit ou pas? Parce qu'elle va être bientôt périmée, ok? Non, les gars, on oublie qu'on a des lardons, c'est pour ça qu'on a inventé les babysitters. Donc, juste des moments où là, bah, on va se faire des petites papouilles devant un film, on va se regarder un truc un peu romantique. Bon, quoique, moi, je suis pas très fan des films romantiques, mais vous regardez ce que vous voulez, je m'en fous. Vous pouvez regarder une émission télévisée sur les nettoyages, du moment que ça vous fait vibrer. Retrouver de la connexion, en fait, peu importe. Voilà, retrouvez la connexion et ça ira tout seul. Ouais, bon, bah, trop bien. Donnez-nous vos meilleures émissions qui vous font vibrer. Mais Envoyez-nous oui, vos non, mais commentaires. Mais c'est vrai, quoi. Enfin, vraiment retrouver ce pourquoi vous vous êtes mis ensemble au départ, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Bon, du coup, une fois qu'on a passé cette tempête, tu vois, on a donc la période où on est en mode survie. On commence à retrouver un peu un rythme de croisière, genre on sort la tête de l'eau. Et je time pas exprès parce que ça dépend vraiment de chaque couple, bébé, machin, tout ça. Donc voilà, on a passé cette période-là. Et là, on retrouve une forme de vie sexuelle, d'intimité. Euh, et on se rend compte que bah, c'est plus comme avant. Pour, ça peut, on va venir un peu sur les raisons, mais tu vois, euh, c'est plus aussi fluide ou il y a un truc, il y a quelque chose qui a changé, quoi, concrètement. Et donc, est-ce que toi, déjà, c'est quelque chose que tu observes avec les couples que tu accompagnes? Et comment est-ce qu'elles peuvent justement évoluer ces dynamiques sexuelles dans le couple, justement, après bébé? Alors, ce que je vois souvent, c'est que, il y a une forme, comment dire, de culpabilité, mais pas, c'est pas forcément de la femme. Encore une fois, je veux pas que ça soit un discours anti-mec, mais souvent la femme, c'est pas qu'elle culpabilise, mais elle pense que elle doit retrouver un rythme comment dire, un rythme comme avant, d'avoir des rapports évidemment. Mhm. Pas toujours parce que pour différentes raisons, elle a encore mal par rapport à son accouchement, son corps a changé, sa confiance, elle est crevée. Euh, En plus, j'avoue qu'il y en a beaucoup qui font du cododo. Moi, je ne cautionne pas forcément d'avoir une vie intime avec bébé à côté, même s'il dort. Le cododo, c'est extrêmement bien pour bébé. J'incite les gens à faire du cododo. Maintenant, si tu veux avoir une vie intime, il y a d'autres pièces dans l'appartement. Et par contre, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des partenaires, pas tous évidemment, mais qui font culpabiliser leur femme. Pas Mhm. forcément en faisant exprès, mais en faisant des petites remarques du genre non, mais là, t'as encore mal parce que bon, ça fait un moment, ou alors il faut attendre combien de temps avant de coucher avec sa femme après l'accouchement, tu vois, des questions anodines, mais qui induisent que les gars ont pas le temps, en fait. Eux, ils sont prêts, ils ont une libido, elle est là, elle attend, et puis comme ils aiment leur femme, ils ont envie de retrouver une vie intime. Ouais. Et puis leur femme n'arrive pas forcément à communiquer sur leur blocage. C'est compliqué en fait de dire à ton mari ou à ton partenaire, écoute, là, entre mes fuites urinaires, ma césarienne et mon manque de sommeil, ni toi ni personne ne va me toucher, quoi. Donc, c'est compliqué de le dire et souvent, ça crée des décalages dans la communication entre ce Mhm. que veut vraiment la personne, ce qu'elle va dire, ce que l'autre va entendre.
ça crée un décalage monstre et du coup, bah, soit la femme ferme complètement la communication parce qu'elle dit vaut mieux que je me préserve et dans ce cas, je fais chambre à part ou je lui dis de ne pas chercher, soit la femme malheureusement se force Hmm. en se disant non, mais bon, c'est mon mari et puis je sais que lui il a envie, puis ça va revenir tout seul et puis les excuses, elle trouve des excuses bidons pour pouvoir justifier le fait de se forcer. Et Ouais. finalement, qu'est-ce qu'il y a de sang qui ressort de ça? Rien, finalement. Donc, c'est un vrai casse-tête. Et c'est ça qui est intéressant quand on va consulter un professionnel, pas forcément moi, mais un professionnel, quelqu'un d'extérieur, c'est qu'on se rend compte que on n'arrive plus à communiquer, en fait. On n'arrive plus à trouver des solutions l'un et l'autre. Et du coup, il vaut mieux avoir une autre personne qui dise, bah voilà ce que ressent votre femme, bah voilà ce que ressent votre mari, et voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un truc ultra important, je pense que tu as dit, qui est la femme, elle se sent pas quelque part légitime de dire euh, que là, pour X raisons, parce que, comme tu as dit, entre les fuites urinaires, la cicatrice de la césarienne, le manque de sommeil, etc., elle n'a pas envie, elle se sent pas légitime de dire ça. Et ça, je trouve ça ultra, ultra fort parce que, enfin, t'as pas utilisé le terme légitime d'ailleurs, t'as dit, elle ose pas le dire. Elle ose pas parler de ça. Et alors qu'en fait, au final, c'est quand même un tremblement de terre. Enfin, ce qui se passe dans le corps, c'est un tel, enfin, entre les douleurs, les modifications corporelles, etc. Mais juste, ouais, le temps de cicatrisation et tout, euh, ça peut être très long en fait, et qu'il y a un vrai tabou autour du fait que bah ça puisse prendre du temps, c'est assez dramatique bah, pour les couples, en fait, pour les deux, parce que les hommes n'en ont pas forcément conscience. Et en plus, bah, comme personne n'en parle vraiment, voilà, c'est un peu difficile. Et la femme se sent hyper isolée, tu vois, dans ce que tu es en train de décrire. Moi, je sens je sens beaucoup d'isolation des deux. C'est ultra, ultra triste du fait juste d'un manque de communication, quoi. Oui, oui, et ça, c'est vrai que ça touche beaucoup de femmes et je le vois parce que du coup, comme elles n'arrivent plus à se définir en tant que femmes, que la communication est compliquée et qu'elles n'ont pas forcément toujours envie d'exploiter leur féminité à ce moment-là, elles s'enferment un petit peu dans leur rôle de mère et c'est plus simple pour elles. Alors évidemment, il n'y a rien de simple dans le rôle de mère, mais en tout cas à ce moment-là, euh, elles préfèrent passer du temps à cuisiner, à ranger la maison, à acheter le dernier Tupperware à la mode, tu vois. Vraiment se dire, bon, bah maintenant je suis mère, bon, bah allez, allons-y à fond et puis on verra la suite, on improvisera. Parce que peut-être que c'est pas une forme de fuite, mais en tout cas, c'est un plan B qui les aide à ne pas voir que leur rôle de femme est un petit peu effacé en ce moment. Mais tout n'est pas perdu. Ceci dit, c'est qu'une évolution. Dans la vie, en fait, on traverse des phases. Il ne faut pas se dire que ça y est, on a une enfant, c'est fini, on n'est plus une femme. Hein. Ça, c'est une erreur de croire qu'on n'est plus rien avec un enfant. C'est une phase. Il faut juste accepter l'idée que on va traverser cette phase et puis après, on va continuer d'évoluer différemment. Ouais, c'est intéressant là, quand tu parles du fait de s'enfermer dans son rôle de mère. Euh, Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en coaching. Euh, Mhm. alors, ça s'exprimait un petit peu différemment dans le sens où, en fait, je me suis retrouvée face à des femmes qui, quelque part, avaient perdu, tu vois, qui pouvaient avoir ce que j'aime bien appeler un passé un peu plus sulfureux, tu vois, des femmes qui ont été très libérées dans leur vie célibataire ou avant bébé, peu importe, qui avait une sexualité très active, une parole plutôt libérée sur le Ah ouais. sujet, et qui du coup, du fait de la maternité et de cette perte un petit peu d'identité, tu vois, d'identité de femme, se rangent dans leur rôle de mère qui est plus confortable. Je trouve que tu l'as très bien décrit d'ailleurs. Et du coup, à un moment donné, se retrouvent face au fait d'avoir perdu quelque chose. Elles savent pas forcément, tu vois, trop comment le verbaliser, mais elles sont un peu dans le avant, j'étais
un type de femme. Avant, où j'avais tel corps, j'étais comme ça, tu vois, et à un peu glorifier, magnifier un espèce de passé, comme si, bah, une fois que tu as eu un enfant, tout ça n'a plus sa place et n'existe plus. Oui, tu le sacrifies en fait. Comme si tu Exactement. sacrifiais ta vie d'avant. Ouais. Exactement. Et ça, moi, je trouve que c'est une des choses qui éloigne le plus du coup dans le couple. Mm. Parce que en face, tu as un partenaire qui, lui, bah, voit sa femme, qui est toujours sa femme qu'il avait avant un enfant ou après, et qui, du coup, dit depuis qu'elle est devenue mère, bah, elle s'occupe plus vraiment de moi parce que elle mise tout sur son rôle de mère ou elle mise tout sur son enfant, tu vois. C'est quelque chose, est-ce que c'est... j'essaye de retranscrire en termes de mots ce que je peux entendre, et toi, est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais face et des problématiques que tu rencontres aussi? Si, mais ça, en fait, c'est presque trop commun. Enfin, on le voit partout. Enfin, je vais apporter une précision. On le voit partout chez les couples hétérosexuels, parce que les couples de même sexe n'ont pas du tout les mêmes problématiques, mais en tout cas, chez les couples hommes-femmes, je le vois dans, allez, 95% des cas. Donc, et même vraiment, même si vous ne travaillez pas dans l'enfance, même si, je sais pas, vous êtes juste babysitter, moi ça m'est arrivé quand j'étais un peu plus jeune, Ouais. d'être en babysitting. J'arrive, donc il y a la maman qui se prépare, alors, qui gère bébé et qui se prépare en même temps. Le mari, bon, il fait sa life, hein, texto, etc. Et en fait, il y avait un truc qui me choquait, c'est que la maman, elle était sur le point de sortir faire la fiesta, mais elle n'arrivait pas à décrocher de son rôle de maman. Elle était, voilà, dans le frigo, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu peux lui faire ça, il aime telle chanson, il aime tel livre. Mais à aucun moment, je la vois dire à son mari, mais alors, est-ce que tu aimes bien cette robe? Attends, je préfère sur le lèvres ou celui-là, à ton avis, tu me trouves sexy là-dedans, c'est une couleur qui me va bien. Ah, toi aussi, t'es beau et tout, je suis contente qu'on sorte, blabla. L'excitation de la sortie, en fait, je pense que tout le monde aime se pomponner avant de sortir, principalement les femmes. Les Ouais. femmes adorent se proposer. Il y a un petit côté excitant dans le sens où on se fait belle, on sait qu'on va séduire, qu'on va être vu par plein de monde, on a envie de se montrer sous notre meilleur jour, de sortir nos derniers fringues achetés, nos derniers maquillages. Donc, ce psychodé-là, en fait, il est complètement passé à la trappe. Et Mhm. puis, elle est juste à mettre la robe dans laquelle elle rentre. Et puis, elle me liste tous les tupperwares qu'il y a dans le frigo. Bah, c'est ta soirée. Profites-en un petit peu, non? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois très bien. Et vraiment, je le vois partout, partout, partout. C'est compliqué parce que d'un côté, on peut même pas leur en vouloir. Moi, j'en veux ni aux femmes ni aux hommes. Et juste, des fois, je me demande si elles sont vraiment heureuses, ces femmes-là. Je me dis, elles se sont posé la question, est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais? Est-ce que c'est ce que je voulais m'accomplir là-dedans? Ou est-ce que là, je suis un peu en train de souffrir et je reconduise tous les jours, quoi. Mhm. Ouais, non, mais franchement, moi, ça me rend un peu triste, tu vois, là, ce que tu viens de décrire et tout, parce que quelque part, j'ai pas envie justement d'être dans la culpabilisation parce que je me dis un peu une stratégie de survie parce que bah on n'est pas équipé, on sait pas comment faire et puis tu te retrouves aussi face à des injonctions sociétales, à tes propres croyances personnelles et tout, et t'as un peu à jongler avec tout ce bouleversement, tout ça, et quelque part t'es assez peu accompagné. Alors il existe des pros, tu vois, comme toi, il y a des psychologues, etc., etc., mais globalement, tu vois, ça reste quand même des messages que tu n'entends pas. Donc, moi, ça me donne vachement d'empathie, en fait, pour ces femmes-là. Je me dis, mais bah, comment est-ce qu'on les aide, justement, à prendre conscience que, elles existent encore, que, elles n'ont pas à mettre de côté, ce qu'elles ont pu être. Ça se transforme, ça évolue, mais c'est pas de côté, tu vois. Et je trouve que... il y a encore du travail à faire pour que justement ce message arrive dans les bonnes oreilles. Ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, on arrive à très vite communiquer des nouveaux messages. Ouais, Et je le vois parce que, par exemple, quand on parle d'éducation, éducation positive, etc., sur les réseaux, il ouais. y a une émergence extraordinaire et ça popularise des idées qui étaient avant un petit peu saugrenues ou qui étaient considérées comme excentriques. Alors que maintenant, toutes les mamans vont te dire, non, mais attends, moi, jamais je mettrais une baffe ou une fessée à mon enfant, quoi. Alors qu'avant, c'était normal.
Ouais, Et pareil pour la sexualité, il y a des choses qu'on entend aujourd'hui, du genre, bah ouais, en fait, les clubs libertins ou alors le polyamour, bah c'est pas too much en fait. Il y a plein de gens qui pratiquent et c'est OK en fait, juste accepter. ouais, non, Et c'est vrai. le fait de le normaliser, bah, du coup, ça permet à plus de gens de se rassembler autour de ces thèmes-là et de se dire, finalement, OK, je suis peut-être pas si isolée, finalement, je peux peut-être travailler là-dessus. Donc, c'est ça qui est assez intéressant sur les réseaux. Alors, je suis pas H24 sur les réseaux, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais j'ai besoin de surfer de temps en temps pour mon travail. Et en tout cas, j'apprécie ce côté-là, ce côté rassemblement, en tout cas. Ouais. Après, là, tu vois, en faisant cet épisode avec moi, tu mets ta pierre à l'édifice, hein. J'espère. Bah ouais, ouais, hein, c'est aussi pour ça que les podcasts ou les comptes voilà, comme le mien et bien d'autres existent, hein. C'est aussi pour montrer que bah, déjà, on n'est pas tout seul dans nos doutes, que c'est des choses voilà, qui existent chez bien des personnes, et aussi se donner l'autorisation de se dire non, en fait, t'as le droit. T'as le droit de préférer, là, parce que tu sors, de préférer choisir ta robe plutôt que de penser à la purée qui est dans le frigo. Parce qu'il y a de ça aussi, tu vois. Il y a aussi ce côté de maintenant que je suis maman, j'ai pas le droit d'avoir envie d'être loin de mon enfant. Je sais pas si c'est un truc que tu vois, mais moi je le vois, j'ai pas mal de copines qui ont des enfants et tout. Et, euh, et en fait, c'est difficile parfois pour elles de dire, oh, ce soir, ça me fait du bien d'être sans enfant, là, juste une soirée entre copines. Oh, ça fait du bien. Tu vois, il y a un peu ce côté de, j'ai pas trop le droit de le dire. Bah oui, ben tu vois, c'est ce que je te disais au début. On peut pas dire que c'est la faute du bébé. Donc, c'est compliqué de dire, je suis crevée. Enfin, tu vois, tu choisis de faire un enfant. Alors, souvent, après, il peut arriver qu'ils ne choisissent pas, mais généralement, si tu as envie de fonder une famille et que tu es consentante et que tu as pris tes précautions ou tes non-précautions, Ouais. tu sais comment ça fonctionne. Ouais. Et souvent, tu le choisis et à aucun moment, tu peux dire je regrette, ou alors là, j'hésite, ou alors finalement, j'assume pas, ou alors je suis trop éclatée. En fait, c'est pas du tout ce que j'avais projeté. Il y a aussi une part de désillusion. C'est un peu Hmm. mot à dire, hein. Je sais que ce mot est dur, mais il y a beaucoup de mamans qui me disent moi, ce que je projetais, c'était ça. Moi, ce que j'imaginais, c'était ça. Je nous voyais trop, chacun avec un bébé dans les bras. Ensuite, on fait une sortie vélo. Ensuite, lui, il prépare ça. Moi, je fais ça. C'est pas une série, en fait. On n'est pas dans cette à la maison. Ça ne marche pas. Désolée, la référence pour les trentenaires, mais en fait, la réalité du terrain est souvent un peu hard et du coup, les femmes comme les hommes sont un petit peu déçues, ouais, Ouais. un petit peu désillusionnées parce que ça ne fonctionne pas comme on l'avait projeté et du coup, bah, on ne sait pas trop finalement quelle est la bonne solution, ce qu'on doit faire, comment on doit réagir. Et puis, est-ce qu'on culpabilise de laisser son bébé ou non? Enfin, est-ce qu'on a confiance ou non? C'est vraiment beaucoup de nouvelles problématiques qu'on n'avait pas avant. Des cas de conscience, en fait. Ouais, et moi, ce que j'utilise beaucoup en coaching, et notamment pour les femmes qui ont des filles, tu sais, on est les exemples hein, de nos enfants au final. Et en fait, moi, je leur dis, mais euh, comment est-ce que tu veux inspirer? Quelle femme t'as envie d'inspirer à ta fille, tu vois, comme pour celles qui en ont, et puis même pour celles qui ont des garçons, tu vois, mais de dire quel type de femme t'as envie qu'ils admirent quelque part. Et est-ce que tu incarnes ça? Et c'est un outil que j'utilise de temps en temps quand il y a beaucoup de culpabilité. Parce que ça remet aussi le truc de se dire, ah, en fait, je le fais pas que pour moi, je le fais aussi pour mon enfant. Et donc, du coup, ça vient donner un peu de crédit au fait d'être une femme, parce que ça vient servir aussi le côté être une mère. Bien sûr. Et je me demande ce qu'elle te répond à ce moment-là parce que souvent, on n'a même pas conscience de ce qu'on est en train de faire. Et le fait que tu poses la question, je crois que ça doit ouvrir une nouvelle fenêtre qui n'a jamais été ouverte. Je sais pas ce que je peux dire. Bah, en Souvent, général, on se pose la question. quand j'utilise ça, c'est vraiment pour que la personne prenne conscience, justement
En fait, c'est pas que négatif de, entre guillemets, délaisser son enfant. Enfin, j'aime pas ce terme, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, de se recentrer un peu et de se remettre de son énergie pour soi. C'est pas que égoïste, en fait, c'est aussi quelque part que tu le fais aussi pour ton enfant. Et, euh, et du coup, ouais, ça, en fait, ça fait prendre conscience que, ouais, on est observé et en fait, on est un exemple. Donc, est-ce que je suis la personne que je voudrais être pour cet enfant que je viens de mettre au monde? Et du coup, en général, ça ouvre, ouais, c'est comme tu le dis, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes de, ah ouais, non, j'aimerais bien que ma fille, elle sache que, ouais, elle peut voyager, oui, elle peut voir ses copines, oui, elle peut conquérir le monde, elle peut travailler, elle peut machin et tout ça, tu vois. Et donc, du coup, ça met une énergie qui est assez folle. Et du coup, moi, je m'en sers, tu vois, parce qu'après, une fois que tu as ouvert cette porte et tout, et que la personne, elle a en tête que, oh, ouais, j'ai envie d'être cet exemple pour ma fille, ah bah alors là, on est sur le boulevard, c'est génial. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu sais, je crois que le plus gros problème, c'est pas tant l'image de la femme, la sexualité ou les disputes. Le plus gros problème, c'est la prise de conscience. Hmm. Parce que souvent, très souvent, on est noyé dans le quotidien. Ce que je remarque surtout, c'est qu'on a tendance à fonder une famille, à créer des enfants parce qu'il faut le faire. Dans le Ouais. sens, bah, c'est ça la vie. En gros, on va prendre une maison à crédit, acheter une cuisine en kit et faire un enfant et avoir un chien et on sera dans la moyenne nationale. Et tu vois, et il y a des gens qui suivent ce schéma et ils arrivent à 40 50 ans en disant, merde, c'était peut-être pas le schéma que j'avais envie de suivre. Donc, c'est important d'aller consulter des gens extérieurs, des Ouais. professionnels, des amis ou quelqu'un qui nous veut du bien. Ça peut être un ex sympa, ça peut être une vieille tante qui a une vie de célibataire et qui va pouvoir vous briefer. C'est important de se poser, de dire bah, qu'est-ce que je voulais à la base, tu vois? Ouais. Est-ce que je voulais être juste une mère ou est-ce que je voulais avoir une vie de couple épanouie avec d'un côté jongler entre ma carrière, être une super maman et je me sens de tout gérer ou alors vraiment, qu'est-ce que je voulais à la base? Souvent, les gens ne se posent même pas la question. Les gens se disent pas qu'est-ce que je veux. Ils se disent, bah, la société fait ça, donc naturellement, je vais le faire aussi. Bah oui. Et, euh, et tu vois, il y a un truc dans la sexualité qui est ultra fort, c'est les personnes qui se disent, maintenant que je suis parent, tu vois, je vais même pas dire maintenant que je suis maman, papa, machin. Non, non, c'est maintenant que je suis parent, il y a des choses que je n'ai plus le droit. Et dans la sexualité, mais ça, on le voit, mais tellement souvent. Je te parlais des femmes qui avaient un passé un peu plus sulfureux, qui ont exploré leur sexualité avant et tout. Et tu vois, ces femmes-là, moi, je trouve ça incroyable. Ça va être des femmes qui ont pu explorer la sexualité, mais de manière vraiment large, qui ont pu essayer du BDSM, du libertinage, etc. Elles vont avoir un enfant, et là, plus rien. Là, c'est Manu Gâteau, quoi. Et là, c'est maintenant, je suis maman, je suis rangée, je peux plus, tu vois. Et ça, c'est aussi un des grands mâles, bah, du couple, de la libido et tout, c'est que, en fait, ce qu'on aime, c'est pas conditionné au fait d'avoir des enfants ou pas, en fait. Et parfois, en fait, justement, s'enfermer dans ce rôle de mère, ce que tu disais tout à l'heure, c'est se priver aussi de ce côté femme. Et ce côté femme, c'est aussi bah, parfois d'aller explorer sa sexualité vraiment très différemment de ce que la société nous entend et nous a donné. Et du coup, en se privant de ça, on se prive de libido, on se prive de connexion du coup dans le couple. Et après, c'est la débandade complète, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, je le ressens aussi, mais en fait, je vois souvent et c'est exactement ce que tu dis, que les mères n'osent plus avoir un rôle de femme, de copine, de fiancée, tu vois, D'amante autre chose aussi. que d'être mère. Mais Ouais, qu'est-ce qui t'empêche de te barrer en week-end avec ton partenaire et de laisser ton enfant aux grands-parents, à la tante, à ta meilleure amie, à quelqu'un de confiance? ouais. Vraiment. Je sais que c'est compliqué de laisser son bébé, vraiment. Faut avoir quelqu'un de confiance, tu brides bien, etc. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te barrer et d'aller te dire, OK, là, j'ai pris un hôtel avec jacuzzi. Voilà. C'est mon week-end, d'accord? Ce week-end, je suis pas maman, je mixe pas la purée. Donc, au bout d'un moment, répartir des temps où je ne suis plus maman. Et je sais que c'est compliqué
de réussir à faire ça, parce que c'est un vrai travail d'acceptation, c'est un travail de confiance, et pas beaucoup de gens ne peuvent le faire, Mhm. et ça existe quand même. Donc j'invite vraiment tous les parents à essayer de retrouver ces moments-là, de séparer la vie de mère de la vie de femme. Je sais que Ouais, ça a l'air un peu idiot de dire ça parce qu'on on est la même personne avec les deux rôles, donc on ne peut pas se déchirer en deux, évidemment. Mais je pense qu'on peut le faire. Je pense que les femmes ont des capacités incroyables, des capacités immenses, que ce soit d'un point de vue intelligence émotionnelle, que ce soit de l'apprentissage de données, que ce soit du monde du travail ou du monde de la maternité. On est capable de faire des choses incroyables, ouais, mais on a toujours peur d'être trop faible, de ne pas s'en sortir, d'avoir besoin d'aide, de devoir choisir, de devoir sacrifier. Non, en fait, vous vous rendez pas compte, les nanas. Enfin, regardez déjà tout ce que vous avez accompli aujourd'hui. ouais. Bien sûr que tout le monde a traversé des choses énormes. Tout le monde a traversé un collègue qui t'a pourri, une rupture amoureuse qui t'a fait perdre 10 kilos, quelqu'un qui t'a harcelé, quelqu'un qui t'a noyé. On l'a tous vécu. Et Mhm. pourtant, on est quand même là. On survit à ça. Ouais, ça Ouais. nous rend plus forts, ça nous rend plus intéressantes, ça nous rend plus intelligents, qu'on apprend de nos erreurs. Donc, qu'est-ce qui t'empêcherait d'aller te barrer un week-end? C'est rien, c'est rien du tout. Donc, fais-le. Prends cet hôtel avec jacuzzi, pars à la campagne, fais une escapade, fais des clubs, ce que tu veux. Bon, protège-toi évidemment, s'il te Bien. plaît. Ou si tu allaites, protège-toi. Mais vraiment, tu es capable de le faire. Je parle à toutes les femmes, vous êtes capable de le faire. N'en doutez pas. Et ne laissez pas quelqu'un vous faire douter de ça, surtout. Ouais. Et Ah puis non, arrêtez de mixer les purées, il y a d'autres choses dans la vie, quoi. Sans déconner. mais Autre oui. chose dans la vie que la nourriture. Mais c'est ça en fait, c'est le laisser son enfant et la culpabilité que ça peut engendrer de se dire non, en fait, là, je vais laisser mon enfant pour aller m'éclater avec mon mec, comme quand on avait 15 ans et que on se prenait pas la tête, quoi. Et ça c'est dur, et ça, j'entends que ce soit hyper compliqué, mais si, faites-le, vous en avez besoin. Enfin, tout le monde en a besoin. On a besoin de ce moment. Après, il faut prendre le temps que son corps se remette de l'accouchement, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, aller explorer à deux ce nouveau corps et tout, et de voir ben, s'il y a des nouvelles petites rondeurs. Allons voir ce qu'elles veulent, ce qu'elles donnent, comment ça bouge, comment ça ondule, ce que ça apporte et tout, et comment on peut être aussi sexy avec ce nouveau corps, même si je le comprends, mais à 100%, c'est un apprentissage. C'est vraiment un apprentissage, mais vous avez le droit. Ouais, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à accepter leur changement. Et en fait, c'est marrant, il y a deux sortes de femmes, tu vois. Il y a les premières femmes qui, en plus, leur mari essaye de vraiment d'être gentil, leur mari les aime, donc ils vont leur dire, mais en fait, pour moi, tu es toujours belle. Enfin, je suis amoureux de toi depuis des années. Donc, tu prends, tu perds du poids, tu changes. C'est pas grave, tu vois. Certes, t'as pas les mêmes cheveux, t'as pas le même vagin, t'as pas le même poids. Bah, t'as des vergetures, t'en as pas. Ton mari, il est toujours là, il a toujours envie de toi. Sinon, Ouais. il serait pas fou. Mais il y a deux types de femmes. Il y a la femme qui va dire, bon, ok, ça me rassure, je vois que tu es quand même amoureux, et même si moi je complexe, bah, ça me fait du bien de t'entendre dire que je suis quand même belle avec mes vergetures. Et puis, tu as d'autres genres de femmes qui vont dire, mais alors, j'en ai rien à foutre que tu me trouves belle avec mes vergetures. En fait. Moi, ça me convient pas. Il faut que je trouve une solution pour revenir comme avant. Juste déterminer quelle femme vous êtes. Est-ce que Mhm. vous êtes dans l'acceptation et que vous croyez votre concubin, votre partenaire? Ou est-ce que vous êtes à vous dire, OK, je ferai tout pour repartir avant. Et dans ce cas, faites-le avec votre mari. Vraiment, dites-lui, là, ça ne me convient pas. Je veux faire des exercices pour muscler telle partie, pour ne plus avoir de fuite, pour ne plus avoir de vergetures, ça sert à rien, des soins pour les cheveux, si tu veux, il y a tellement de choses qui partent en cacahuète, j'ai envie de dire. Donc vraiment, dites-le honnêtement en disant, je veux travailler pour retrouver mon corps et j'ai besoin que tu m'aides. Et Ouais. pas seul dans vos doutes, quoi. Mais là, tu touches un point de fou parce qu'en fait, juste accepter l'une ou l'autre des situations, accepter que c'est ok, je changerai pas, ou j'ai accepté que non, j'ai envie de changer, c'est déjà en fait un tel,
un tel pas en avant pour pouvoir justement arriver là où t'en as envie, parce que t'es plus en train d'essayer de cacher, de dissimuler. C'est assumé. En fait, là, moi, aujourd'hui, j'aime pas mes petits kilos en trop, j'ai envie de les perdre. Ok, et donc dans ce cas-là, on va mettre des choses en place pour le faire. Ou aujourd'hui, j'ai décidé que bah, mon corps, il était tel qu'il est, avec les changements qui ont opéré, peu importe lesquels ils sont, et j'ai décidé que j'allais être sexy avec le corps que j'ai maintenant. Et juste, en fait, le fait de se dire, j'ai décidé, ça donne en fait beaucoup de pouvoir et d'énergie. Et du coup, la libido, c'est de l'énergie. Et donc, ça va forcément, mais forcément, servir le fait de réavoir du désir, de réavoir envie d'érotiser, envie d'avoir des relations sexuelles, etc. Parce que on n'est plus dans la lutte contre le corps, on travaille avec lui d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, je pense que tu as résumé. Faut prendre une décision, faut être acteur de sa vie, quoi. Enfin, des fois, je vois beaucoup de femmes qui sont un petit peu passives. Mais c'est pas de leur faute, en fait. C'est que il y a tellement, il y a leur vécu, leur expérience et elles osent pas dire non, ou alors elles osent pas prendre des décisions, ou elles attendent que ça passe. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut être passif de sa vie. Bien Et sûr. moi, j'ai envie de leur dire, mais en fait, c'est toi le personnage principal, ok? C'est ta vie. Donc, soit tu prends la décision d'actionner des choses et d'avoir des expériences, bah, soit tu la regardes défiler, mais je trouve ça un peu moche parce que rappelle-toi que tu es le personnage principal. Donc, en fait, c'est ta série, c'est ton film. Décide de ce qui va se passer, décide des intrigues, décide du film, de la finalité. Et souvent, elles oublient un peu que c'est leur vie. T'es pas juste une mère, t'es pas obligé d'être une mère martyre et de te sacrifier pour ton bébé. Hein. Ton bébé, il va très bien aller si tu as un rapport de qualité, mais que tu te bats un week-end sur deux. C'est pas la fin du monde. Et Ouais, t'es pas non. juste une épouse, t'es pas juste une mère, juste t'es toi et toi, tu as envie d'évoluer d'une certaine façon, mais prends-en conscience et fais-le. Mais tu vois, c'est là où on voit en fait toutes les injonctions auxquelles on fait face parce que ce côté, tu vois, entre guillemets, un peu plus passif que tu décrivais et tout, euh, il est en fait quand t'es à un tel niveau d'injonction de je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, où ton libre arbitre n'est même plus, n'a même plus sa place parce qu'en fait, t'écoutes tout ce qu'il y a autour de toi et t'oublies que toi, en fait, t'as aussi un pouvoir de décision en fait dans tout ça. Il y a tout ce qui existe, toutes les injonctions, moi, je les vois plus, c'est des propositions. Si ça me va pas, bah, je prends pas. Mais ça demande d'avoir fait un travail, tu vois, de réflexion, de prendre un pas en arrière et de se dire est-ce que ça me concerne ou ça me concerne pas? Et c'est ça qui est très très compliqué et c'est en ça que nos rôles, le tien comme le mien, sont déterminants parce que nous, en étant extérieurs, on a la capacité d'analyse de tout ça et de pouvoir justement générer les prises de conscience qui vont être nécessaires pour pouvoir avancer. Mm. Ah ouais, c'est ça. Ah là là, je crois qu'on pourrait parler de ça pendant des heures, hein. Je pense que là, tu me sers un cocktail et je suis partie sur la journée. Non, malheureusement, on ne va pas pouvoir. On va arriver à la fin de l'épisode. Là, si tu avais un dernier message que tu voudrais faire passer à nos auditeurs, à nos auditrices, sur ce sujet de la maternité et de la sexualité, qu'est-ce que tu voudrais leur dire de plus important à retenir? Je vais essayer de trouver un message qui parle à tout le monde, parce que c'est vrai que souvent, quand on résout les problématiques des gens, bah, on s'adapte au cas de figure de chaque personne. Bien sûr. Je crois que s'il y avait une seule chose à retenir vraiment, et je le dis autant aux femmes qu'aux hommes, c'est ne vous forcez jamais. Ne vous forcez jamais. La sexualité, c'est quelque chose de personnel. Ne rejetez pas la faute sur votre partenaire ou sur la fatigue ou quoi que ce soit. Quelque chose qui est en vous, que vous pouvez travailler seul. Je sous-entends évidemment de travailler seul dans le sens ta sensualité, ta sexualité, tu peux t'acheter tout ce que tu veux pour t'aider, tu peux Mhm. regarder tous les films que tu veux pour t'aider, tu peux lire tout ce que tu veux pour t'aider, mais c'est personnel. À aucun moment, il faut que tu te sentes forcé, obligé de satisfaire la personne avec qui tu es parce que tu penses qu'il faut faire l'amour une fois par semaine, une fois par mois, etc.
Même si tu as le partenaire le plus gentil du monde, même s'il est adorable, qui te presse pas, qui sort les poubelles, non. Ne te force pas, ne te force pas. Ouais, Concentre-toi sur toi, sur ton corps. Tu es le personnage principal. Et ensuite, une fois que tu auras suffisamment d'assurance, tu pourras t'occuper des gens qui sont autour de toi. mm. Et moi, je rajouterais que ne pas oublier que la sensualité, c'est aussi une forme de sexualité. Évidemment, évidemment. La Mm. sexualité, ça ne se limite pas à un rapport sexuel avec pénétration. Évidemment, on est en 2025. Ouais, Il faut savoir qu'aujourd'hui, les rapports sexuels ont une nouvelle définition. On est en train de comprendre qu'en fait, tout ce qui englobe cet épisode de pénétration fait partie de l'acte. Tout ce qui est avant, pendant, après fait partie de l'acte. Donc, concentrez-vous là-dessus. ouais. Step by step et ça va revenir et éclatez-vous, putain, éclatez-vous. Prenez des week-ends. Il y a Prenez des des épisodes à nous week- recommander ou... Ah bah tiens, je pourrais franchement faire une liste des lieux et tout, ça pourrait être hyper intéressant, mais ouais, mais prenez des week-ends, servez-vous des grands-parents, des tontons, des tatas, des parrains, marraines, etc. Pour vous faire des petits week-ends et vous éclater et la vie n'a pas de limite, même quand on a des enfants. Ouais, ouais, ouais. Bien dit. Merci beaucoup, Amandine, d'être venue, d'avoir passé tous ces messages et tout. C'était ultra intéressant, plein d'énergie. Je sens ta passion dans ta manière de parler et tout. C'est hyper sympa. Bah, merci pour ta confiance. Ça me fait très plaisir d'être venue. Je sais que toi, tu accompagnes principalement les couples. Après, si tu as des auditeurs, auditrices qui ont des problèmes plus ciblés sur le noyau familial des enfants, je leur recommande de passer sur mon site. Donc, c'est www.l'atelierfamille.fr. Vous allez retrouver les réseaux qui sont connectés au site. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez un petit peu de lecture. Il y a même des livres numériques qui coûtent presque rien, qui vont vous apporter des solutions concrètes pour le quotidien, pour améliorer votre vie de famille. Donc, n'hésitez pas. Et puis après, si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un d'extérieur, pas forcément moi, mais un autre professionnel ou un proche, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, on est en 2025, on n'a plus de tabou, donc vraiment, il faut aller de l'avant et il faut assumer de pouvoir se confier à quelqu'un d'autre. Ouais, tu as tout à fait raison. De toute façon, je vais mettre l'adresse de ton site internet dans la barre de description du podcast. Comme ça sera plus facile pour te retrouver. Je vais corriger un truc, c'est que moi, j'accompagne très peu de couples. Je Ah, fais autant pour beaucoup, moi. non, 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 mais c'est intéressant. Je fais beaucoup des femmes qui peuvent être en couple, mais qui viennent toutes seules. Et c'est pour ça que quand tu parles de la sexualité, la travailler individuellement, moi, j'y crois à 100% parce que je fais principalement du coaching individuel, même à des personnes qui sont en couple, parce que retravailler sa sexualité sur soi, enfin le soi, son individualité sexuelle, c'est ultra important pour pouvoir avoir des relations à deux ou à plus. Voilà, donc je partage tout à fait ton point de vue sur tout ça. Donc, en tout cas, moi, je mettrai toutes les infos pour te retrouver dans la barre de description du podcast. Et voilà, et j'ai passé un trop bon moment. Merci, c'est réciproque. Je te souhaite une très belle journée et j'espère que tous les auditeurs ont trouvé leur compte dans ce podcast. Oh, ça, j'ai pas de doute. Allez, bonne fin de journée. Salut.